Amélie Poisson, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette interview au salon One to One ici à Monaco. Vous êtes directrice générale adjointe de La Redoute, entreprise qui est détenue à 100% par le groupe Galeries Lafayette depuis décembre. Cette entreprise, elle fête cette année ses 186 ans. C'est vrai que c'est une entreprise qui a tout connu, le succès, les pertes, les licenciements jusqu'à la renaissance. Comment votre équipe a-t-elle fait pour redresser cette enseigne qui était presque au bord de la faillite en 2013 ? Alors déjà, on est parti vraiment du client, de la satisfaction client, et on a fait tout un plan de transformation assez profond sur l'ensemble des métiers. L'offre d'abord, où on a énormément développé la maison. La logistique avec un nouvel outil logistique, toute la partie e-commerce, back-office, IT, évidemment l'arrêt du catalogue, on est passé d'un marketing de catalogue à un marketing digital, et puis l'humain au cœur, parce que quand vous changez autant votre business model, eh bien, il faut aussi entraîner vos équipes, qu'ils en comprennent le sens et qu'ils acceptent ce changement. Et aujourd'hui, La Redoute, c'est devenu vraiment une marketplace de référence. On a un enjeu de sélectivité de l'offre. On ne croit pas à l'hyper-choix, on croit vraiment à la sélection. Et on a un modèle hybride. On est aussi designer, ce qui fait notre particularité. À date, on doit être plus considéré encore sur la maison, notamment au travers de nos marques La Redoute Intérieure et AMPM. Et on continue à travailler sur la satisfaction de l'expérience. Vous avez mis en place un nouveau plan stratégique à horizon 2026, un plan qui s'appelle The Great R comme La Redoute. Un de vos objectifs, c'est d'internationaliser. Vous avez ouvert une filiale à Milan ainsi qu'un site dédié, mais il était déjà possible de se faire livrer par le biais de votre site international. Pourquoi ouvrir des bureaux en Italie? Pourquoi ce besoin? Parce que c'est un marché déjà très concurrentiel. Alors en fait, si je reprends un tout petit peu sur l'international, et ça fait un moment que l'international est vraiment un axe de développement clair, c'était déjà le cas dans le plan précédent, ça allait encore plus dans Great Air, on pense vraiment que le développement de La Redoute et de la marque doit se faire de façon globale. C'est plus de 30% de notre chiffre d'affaires, pour que les gens aient en tête, et c'est pas forcément très connu. Et ensuite, on a des marchés sur lesquels on veut vraiment accélérer. L'Italie, c'est un marché qu'on a lancé, je vais dire, de Roubaix ces dernières années, on va dire ça comme ça. Et puis à un certain moment, un certain niveau de maturité pour faire connaître votre marque, pour développer vraiment une expérience sur mesure qui correspond localement aussi à un pays, on lance une filiale. On a d'autres filiales dans d'autres pays, mais en tout cas sur l'Italie, c'est depuis le début janvier. Et donc là, on a une petite équipe qui va travailler à développer. Et pour nous, pourquoi ouvrir? C'est parce qu'on pense que c'est un facteur d'accélération. Vous avez déjà d'autres filiales, c'est ce que vous venez de mentionner, je crois la Belgique. La Suisse, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, voilà. Et après on livre partout dans le monde avec ce qu'on appelle le .com et on développe aussi des URL, par exemple là on va lancer bientôt la redoute.nl sur les Pays-Bas, alors qui est plutôt géré avec les équipes belges, mais on a cette stratégie, plus tard on lancera la redoute.de, sur l'Allemagne, etc., etc. Pas mal de projets à l'international. Alors la décoration maison représente 70% de votre chiffre d'affaires, loin devant le prêt-à-porter qui représente 30%, alors que les ventes de vêtements sur Internet ont chuté de 6% en 2022. Est-ce que vous allez vous concentrer davantage sur l'activité déco et maison plutôt que le prêt-à-porter? Alors ça fait un moment qu'on a pris ce virage parce qu'en fait on n'a pas changé, on fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires, on n'a pas changé comme ça du jour au lendemain avec le marché. Maintenant sur la décoration, l'enjeu, ce que je disais, c'est déjà de faire connaître notre marque et de travailler cette destination shopping, c'est-à-dire que les clients qui ont envie de s'équiper aient envie de venir à La Redoute, et c'est pas encore suffisamment connu. Ensuite, sur la partie mode, on travaille vraiment sur notre positionnement. Moi, je pense que, évidemment, il y a des très gros acteurs sur la mode, mais on a quelque chose à apporter autour du vestiaire à la française, du produit durable et du produit de qualité. Est-ce que c'est pas aussi un peu aussi l'arrivée des géants de la fast fashion qui vous ont obligé à prendre ce virage vers le premium? Ça fait un moment qu'on y travaille. On n'est pas tellement attaqué par les fameux géants de la fast fashion. En tout cas, ça dépend. Si vous parlez de l'ultra fast fashion ou si vous parlez de la fast fashion. Je parle de Shein, H&M, Zara, voilà, qui eux aussi se sont repositionnés vers le premium finalement.
Alors Zara, alors Shein ne s'est pas repositionné sur le premium, c'est pour ça que je l'ai. On parle de H&M qui s'est repositionné sur le haut de gamme. Bon, après eux, ce sont des spécialistes de la mode. Il y a d'autres acteurs, distributeurs qu'on connaît bien. C'est vrai que c'est un marché extrêmement atomisé. Ça fait longtemps. On a vu passer certains modèles ont disparu. Hein, c'est vrai que ou sont en décroissance. Les vrais défis sur la mode, c'est surtout pour moi la seconde main. Parce que dans une période d'inflation et de déconsommation, vous parliez du marché, l'enjeu c'est de se dire est-ce que j'ai besoin de ce nouveau vêtement, est-ce que je ne l'achèterais pas plutôt en seconde main. Donc on va par exemple travailler et ouvrir une boutique seconde main sur notre marketplace. Et puis ensuite la durabilité du produit. Si le produit est un patrimoine, est durable et qui peut avoir une seconde vie, une troisième vie, c'est intéressant d'acheter aussi du neuf et de mixer l'ensemble. Alors l'hécatombe qui touche le marché de l'habillement n'épargne pas les e-commerçants. Zalando, qui est leader de la vente de vêtements en ligne, va licencier plusieurs centaines de salariés. Amazon, 18 000 salariés. Est-ce que les employés de la Redoute pourraient-ils un jour subir la même crise qu'ils ont connue en 2014 ? Le sujet, c'est d'abord, on n'a pas tout à fait la même politique que ces entreprises. C'est des entreprises qui ont vécu de façon très fastueuse. Nous, on a été au bord de la survie, donc on a une approche plus frugale de nos ressources. Parfois, ça nous pénalise dans finalement la rapidité de notre développement. Mais je crois que la situation n'est pas du tout la même. Alors comme Amazon, vous avez lancé un abonnement de livraison gratuite illimité. Est-ce que ce service restera gratuit? Est-ce que vous allez développer d'autres services complémentaires? On a vu qu'Amazon a finalement changé de cap parce que finalement le service n'était pas assez rentable. Alors le service La Redoute Plus n'est pas gratuit, hein, c'est 15 € par an. Aujourd'hui, c'est pas loin de 40% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est comme quoi les clients s'y retrouvent et on compte bien au contraire capitaliser sur ce service. Tout à l'heure, on est au one-to-one e-commerce et on écoute un certain nombre d'orateurs et Fabien Versado qui travaille chez une marketplace racontait que la fidélisation finalement était le parent pauvre du e-commerce européen et je suis assez d'accord. Je pense que dans un marché qui se contracte, on a plus un enjeu de fidélisation que de recrutement et ces programmes pour moi le sujet c'est ok, vous investissez peut-être sur votre service mais est-ce que le client vous le rend et comment vous trouvez un modèle vertueux et rentable. Et finalement, là, ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ces acteurs dont vous parliez tout à l'heure, La Redoute dans son redressement, et là, c'est vraiment nos patrons précédents et qui nous ont, en tout cas, qui nous ont guidés comme ça, sur le fait qu'on ait une croissance rentable en tout cas, un retournement rentable. Voilà, c'est très important. C'est vrai que la Redoute connaît un rebond, mais le contexte macroéconomique est difficile et pèse sur la rentabilité des e-commerçants. Les transactions en ligne ont baissé de 7% sur un an en 2022, où en 2021, la Redoute affichait un volume d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Plus d'un an plus tard, quels sont aujourd'hui les résultats de l'enseigne ? Alors on était à 1,2 milliard en 2021, on avait fait une croissance plutôt à plus 20. L'année dernière on est dans le marché, donc on a fait un -7. Donc c'est ce que nous on appelle une correction de marché. À un moment donné, voilà, les gens se sont énormément équipés pendant 2 ans. Là aujourd'hui ils voyagent plus, ils s'occupent plus d'eux, ils sont plus sur l'entertainment. Je pense que le contexte géopolitique aussi fait qu'il y a une espèce d'anxiété et de moindre projection sur les projets sur l'avenir. Donc on est plus dans l'immédiateté et dans le fait de profiter plus que de faire peut-être des travaux. Donc voilà, mais c'est pour moi passager et je ne suis pas inquiète sur le fait que le e-commerce redevienne positif. Face à la hausse des matières premières, du prix des matières premières, est-ce que vous devez faire face à des problèmes d'approvisionnement? Est-ce que vous avez dû ajuster vos prix de vente? On a eu, comme tout le monde, effectivement des soucis d'approvisionnement, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous parlez de contraction sur le marché, c'est un peu dans le monde pareil. Donc aujourd'hui, les usines ont du capacitaire. Merci beaucoup Amélie Poisson. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de La Redoute qui redevient donc un pur player du e-commerce et qui ouvre un nouveau chapitre. On va désormais découvrir les entreprises qui vont se démarquer dans les prochaines années avec notre expert. Focus Retail, le